Donc moi, je vais vous parler plus sur le désir sexuel. Donc j'ai deux spécialités. D'abord, j'ai commencé ma carrière en cancérologie. Après, je me suis étendu un peu plus sur d'autres pathologies chroniques. Et depuis plusieurs années maintenant, je travaille auprès surtout des enfants et adolescents qui sont placés suite à des violences. Et moi, je m'occupe de la prise en charge des violences sexuelles chez eux. Et là, on va voir sur le désir sexuel. Je vais vraiment parler de, bien sûr, le côté psychologique, les petits conseils qu'on peut donner, etc. Mais aussi voir comment un trouble sexuel peut impacter le désir sexuel et la libido. Parce que des fois, on se concentre... Enfin, c'est vaste, les origines d'un désir sexuel hypoactif. Donc, il ne faut pas passer à côté de choses, notamment aussi les hormones. Alors, je suis désolé, beaucoup plus chez l'homme. Aujourd'hui, de toute façon, on le voit bien, hein, la sexualité masculine, elle est fondamentale parce que la sécurité sociale rembourse absolument tout. Et pour la femme, c'est du confort vu qu'elle rembourse absolument rien. Hein. Donc, on en est à ce niveau-là dans la santé sexuelle. Du coup, sur les études aujourd'hui, on est beaucoup axé sur la testostérone chez l'homme. Chez la femme, je vous en parlerai de la testo, chez la femme un peu moins, parce qu'une femme à 40 ans qui est ménopausée, c'est juste une ménopause précoce. Donc voilà. Chez l'homme, par contre, il ne manquerait plus que ça, qu'on ait une testostérone un peu basse. Donc maintenant, on est en train de parler de remonter la testostérone des hommes. Donc imaginez aussi les complications que ça peut donner quand on va être dans des couples où il y a de la violence et qu'on va donner à des hommes de 50, 60 ans une testostérone plus élevée, comme des jeunes, pour qu'ils soient plus virulents, et avec des femmes en face qui vont peut-être avoir encore moins envie et qui vont subir. Mais ça, on n'y a peut-être pas encore trop réfléchi, mais bon, ça, on va en parler un peu. Donc, sur le désir sexuel, il y a beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que le quotidien impacte énormément. Hein, on va le voir, tout ce qui peut être autour du quotidien, on le voit. Ça, c'est vraiment plus d'un point de vue psychologique, mais aussi physiologique. Hein, on va voir que la sécrétion hormonale, elle joue, hein, la fatigue. On va en parler un peu plus de cette fatigue, qui est assez complexe, parce qu'à part dire « je suis fatigué », je ne sais pas, au pire, on peut dire « allez, de 0 à 10, je suis fatigué à 8 ». Mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce que dans la fatigue, il y a aussi plein d'origines. Donc, on va voir un peu tout ce qui peut impacter sur ce désir sexuel. Juste pour commencer, on va faire bien la distinction entre libido, désir sexuel et désir amoureux, surtout libido et désir sexuel. Je ne sais pas si vous lisez les grandes revues scientifiques, je pense à Elle, Closer, Cosmopolitan, oui, les grandes revues scientifiques qui, alors là, ils ne nous font pas chier l'hiver, parce que l'hiver, c'est raclette, tartiflette, c'est pas grave si... Mais par contre, au printemps, on va être bourré d'injonctions sur booster sa libido, hein, pour l'été. Ça, c'est une connerie. C'est-à-dire qu'en fait, ils mettent le mot libido. Je ne dis pas que ce qu'il y a dedans, c'est faux, je ne juge pas, hein, il y a des trucs qui sont très très bien, mais en fait, ils parlent du désir sexuel. Parce que la libido, par exemple, nous, pour les pathologies chroniques, vous avez un cancer, je ne peux pas toucher le côté libido d'une patiente, par exemple, parce que tous les cancers se nourrissent d'oestrogènes. Je ne vais pas dire à une de mes patientes, je vais vous charger en hormones, faire remonter votre libido, c'est contre-productif pour les traitements de son cancer. Donc du coup, je pense à toutes ces patientes qui ont des impacts sur leur libido, qui vont lire ça, qui vont tester, mais ça ne jouera pas sur leur libido. Ça peut jouer sur le désir sexuel, qui est plus une dimension psychologique. Donc ça, on va le voir. Ça, très bien. Mais c'est important de comprendre, notamment sur les traitements médicamenteux qu'on peut avoir. Prenez simplement un anxiolytique ou un antidépresseur. On est quand même le pays le plus gros consommateur d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Ah, au niveau européen, bah ça, sur la libido, ça joue. D'accord ? Donc après, il faudra faire le point, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut changer le traitement ? Dans certaines pathologies, ça se réfléchit. Sur d'autres, un peu moins. On ne peut pas y toucher. Donc on travaillera plus avec nos patients sur le désir sexuel. D'accord ? Voir comment on peut booster un petit peu ça, si bien sûr notre patiente ou notre patient en a envie. Parce que ça aussi, combien de fois ça m'est arrivé Alors, moi, je ne fais pas de thérapie de couple. Je ne suis pas thérapeute de couple du tout. Mais souvent, quand les hommes ont un problème, madame, est là. Souvent, on le voit. Les hommes, pas du tout, ils ne viennent pas trop. Va régler tes problèmes. Et moi, je vois un homme qui avait comme ça, son désir chutait, puis des troubles érectiles. Et puis, pas compliqué. Mais je vois sa femme qui recule et qui me fait « Elle ne voulait pas forcément qu'on booste ça. » Donc là, on travaille différemment.
Mais il faut faire attention à ça. C'est aussi, moi je le dis beaucoup aux professionnels, parce que là maintenant, vous avez vu la stratégie nationale de santé sexuelle, depuis 2017, on veut mettre en place des référents santé sexuelle dans l'établissement, c'est très très bien. Mais je dis aux professionnels, parlez pas trop, quand il y a une pathologie, de dire on a des solutions pour chaque problème sexuel, parce que en fait, si la personne elle est avec quelqu'un qui la violente, lui il va entendre que ça peut repartir. C'est comme, j'ai jamais compris pourquoi les sages-femmes et les gynécos vraiment te donnent la date de conception, le jour de la première écho. C'est tellement dangereux ça, tellement dangereux. Parce que quand le mec il dit j'étais pas là, hein, et que s'il est violent, il va faire un grand sourire au professionnel, par contre en rentrant ça va être différent. Et des fois il y a des approches, faut faire très attention sur ça. Donc, et puis le désir amoureux, bon, c'est des sentiments. Moi j'ai pas mal de patientes, des fois des patients qui me disent ça se trouve je l'aime plus, tu vois, parce qu'ils n'ont plus de désir sexuel. Il ne faut pas tout mélanger. On peut ne plus aimer la personne avec qui on est, hein, mais on peut très bien aimer la personne et plus avoir envie de sexualité. Donc il ne faut pas tout mélanger non plus avec les gens. Par contre, un trouble de la libido ou du désir sexuel, ça peut impacter directement la fonction sexuelle. Pourquoi ? Parce que c'est bien quand même d'avoir du désir pour créer une excitation physiologique. D'accord ? Alors on peut la créer en réflexe, en stimulant, mais ça marche moins bien, c'est quand même mieux quand c'est psychogène. Donc ça peut impacter. Donc là on va voir que le trouble de la libido ou du désir sexuel peut impacter la fonction sexuelle, mais après on verra qu'un trouble sexuel peut impacter la libido. Donc il faut vraiment faire de l'œuf ou de la poule, quoi, hein, qui est arrivé en premier. Donc il faut faire attention à ça. Par contre, c'est vrai qu'on peut avoir des difficultés à lubrifier chez la femme, des dyspareunies, des vaginismes secondaires, un désintérêt total pour la sexualité, alors que souvent, le problème, s'il y a des dyspareunies, tout c'est la pénétration, et pas forcément la sexualité dans toute sa vision, dans sa façon. Et attention à la cybersexualité. Aujourd'hui, sûrement vous le voyez, alors chez les jeunes, c'est très très présent, mais pas que chez les jeunes. D'accord ? On voit bien, les enquêtes le montrent, la sexualité perd de son intérêt chez les plus jeunes, mais alors qu'ils ont plus de partenaires qu'avant. Mais ils ont tendance à avoir une sexualité qui diminue en termes de fréquence. Par contre, la cybersexualité, je ne sais pas si vous avez vu, bon après c'est un peu faussé les statistiques de l'année dernière parce qu'on a eu les JO, donc on a eu beaucoup de monde en France, mais en 2024, oui c'est 24, c'était l'année dernière, oui hein, c'est ça. En 2024, on peut se vanter, on était les deuxièmes plus gros consommateurs de pornographie au monde. Oui. Oui, je sais. Non, mais c'est qu'en fait, c'est un peu biaisé parce qu'on a attiré plein d'étrangers. Ça a monté un peu les chiffres, tu vois. Et on était 3e en 2023, c'est pour ça. Les Philippines étaient devant nous et on les a dépassés. On peut se féliciter. Les gros consommateurs de pornographie. Et on voit que la sexualité tend à diminuer. Donc, il y a voilà, peut-être un problème de ce côté-là ou pas, j'en sais rien. Hein, mais c'est le constat. Chez les hommes, c'est pareil, dysfonction érectile, perte d'intérêt pour la sexualité, les angoisses de performance, parce que dès qu'on n'y arrive pas, c'est voilà, pourvu que j'y arrive, donc c'est un peu plus difficile d'y arriver après. D'où l'importance, comme chez l'homme, chez la femme, de questionner est-ce que, quand il y a un trouble sexuel, est-ce qu'il est aussi présent à la masturbation ? Parce que s'il ne l'est pas, on sait très bien que c'est pas, que c'est un trouble, c'est une angoisse de performance ou autre, mais que ce n'est pas un problème physiologique. Par contre, si le trouble sexuel est présent, à la masturbation, c'est rare. Enfin, je veux dire, on se connaît depuis des années, on s'entend bien, je ne me suis jamais dit, tiens, pourvu que j'y arrive. C'est-à-dire que normalement, seul, on doit y arriver. D'accord ? Il n'y a pas de stress. Questionner aussi, alors c'est surtout chez l'homme, désolé, on n'a pas les mêmes corrélations chez la femme, mais questionner les érections matinales d'un homme. Sachez que le premier symptôme d'un trouble cardiovasculaire chez l'homme, c'est la dysfonction érectile. Hein ? Plus d'érection du tout, dans les 3 à 5 ans, il nous fait un arrêt, il nous fait un AVC, c'est une répercussion vraiment grave. C'est-à-dire qu'il faut bien questionner avant de prendre en charge simplement le trouble de la dysfonction érectile. Et puis la cybersexualité également. Mais les origines au niveau du désir sexuel, elles peuvent être beaucoup. Ça peut être l'ennui, la dépression. J'ai rarement vu un dépressif où sa sexualité est pompélope. Mais sur off le truc, il est parti, c'est rare. Le truc qu'on a là qui est chiant à la maison, les enfants. C'est pas ça qui booste non plus le plus, surtout quand ils veulent pas dormir. Le travail, même si on est passionné, ça peut aussi nous impacter. Avec la fatigue, je vais vous en parler un peu sur la fatigue, sur les mécanismes. La sédentarité, sachez qu'aujourd'hui, on le voit, et notamment, je vous dis, les études, elles sont plus chez l'homme. On voit pourquoi on a une testostérone qui est plus basse aujourd'hui, aux mêmes tranches d'âge que les générations précédentes, c'est qu'on est devenu trop sédentaire.
Donc nos corps ne sont pas faits pour être immobiles et du coup fonctionnent beaucoup moins bien et on sécrète moins d'hormones sexuelles. Chez l'homme, ça nous impacte. Demandez si vous travaillez en procréation médicalement assistée, les spermogrammes sont de plus en plus catastrophiques chez les jeunes parce que leur testostérone n'est plus aussi élevé, je vais vous en parler sur les normes, et surtout la testostérone biodisponible qui fait que la spermatogenèse est de moins bonne qualité. D'accord ? Donc ça aussi, et ça joue sur la libido directement. D'accord ? Donc c'est aussi important. Les relations au sein du couple, je pense qu'aujourd'hui, là, ça a été assez dit, hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Les écrans également, l'alimentation, les pathologies chroniques, le stress. Il y en a plein d'autres sûrement, hein, j'en oublie. Et puis cette fatigue. La fatigue, quand on y pense, t'es épuisé, tu vois, t'as beau avoir ta partenaire ou ton partenaire sur le lit, franchement, c'est le lit que tu désires. Là, c'est pas, toi, tu dégages dessus, on n'en veut pas. Tu arrives, il est 23h, tu vois, ce soir. Ça va être long la journée. Tu arrives 23h minuit. Toi, tu n'as pas vu que l'autre, il avait fait des appels de phare. Tu arrives dans la chambre, tu vois dans ses yeux, tu as l'impression d'être un lapin dans les phares d'une bagnole, tu sais. Tu te dis, je suis foutu, il va falloir y passer. Bon, après, normalement, 10 minutes après, tu dors, mais je veux dire, si la fatigue, le sommeil, c'est vital. La sexualité, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, ça ne l'est pas. Alors, il y a des belles études qui montrent que ça permet de vivre plus longtemps, etc. Mais on ne meurt pas quand on n'a pas de sexualité. Si on ne dort pas, faites le test. Je ne vous donne pas long feu. C'est-à-dire que le cerveau va prioriser. D'accord ? Donc, s'il y a une fatigue qui est là, il faut faire attention à ce que cette fatigue ne devienne pas chronique, parce qu'elle peut vraiment le devenir. Ça, c'est un gros trouble, pas que sur la libido et sur le désir sexuel, mais aussi sur toutes les phases de la sexualité. Pas que d'ailleurs, hein, ça joue sur l'humeur, etc. La fatigue, elle est assez complexe. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux formes de fatigue qui sont faciles à analyser. Alors celle-ci, c'est celle que les médecins adorent parce qu'ils font des examens, ils font une prise de sang. Il y a une inflammation, il y a une anémie, ton corps est fatigué, on te donne un traitement, on rebooste. Mais c'est la seule qu'ils peuvent gérer réellement directement. Celle-ci, on n'y fait pas assez attention, pourtant ça se voit, c'est le corps en lui-même. C'est-à-dire que ce qui compte aujourd'hui dans la santé, on est à fond dessus, c'est la masse musculaire. Donc pour qu'un corps soit en bonne santé, il faut du muscle. Donc ça, il n'y a pas le choix, maintenant on le sait. Et moins on a de masse musculaire, moins on a un corps qui fonctionne bien, notamment au niveau hormonal, mais aussi au niveau de la régulation du métabolisme, etc. Il faut savoir qu'on a de plus en plus de troubles métaboliques chez les gens. Dans les troubles à dysfonction érectile avec un taux de testostérone basse, 40%, ça vient d'un trouble métabolique. D'accord ? Donc il suffit déjà de modifier l'hygiène de vie pour resécréter un peu plus sa testostérone. Donc là, il y a beaucoup d'études qui sont hyper intéressantes sur le sujet. Donc là, il faut faire de l'activité physique, en fait. Il n'y a pas trop le choix. 95% des Français ne répondent pas aux recommandations de l'OMS en termes d'activité physique. 95%. C'est énorme. C'est la dernière étude de 2022. Et ce n'est pas grand-chose. Hein. C'est 30 minutes de marche par jour, 2 séances de 45 minutes de renforcement musculaire par semaine et 2 séances de 20 minutes d'étirement et d'assouplissement. Tout ça combien ? Dans une semaine. C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est-à-dire... Ah non, c'est que dalle. Et on a le temps. Ne me dites pas qu'on n'a pas le temps. Le jour où on est malade, je peux vous assurer, tout le monde trouve le temps de se soigner. Il y a ça à vraiment anticiper. Mais il faut le trouver, le temps, pour faire ça. Mais c'est hyper important. Et puis, on a cette fatigue indirecte au niveau psychologique. Donc, on le sait, l'anxiété, dépression, stress, c'est sûr que ça ne crée pas vraiment... on rumine, on n'est pas bien. Donc, la sexualité, le cerveau, il traite d'abord ce qui est un peu négatif en priorité. Si tu n'as plus de place là-haut pour du positif, le désir sexuel, il ne va pas s'exprimer. Social aussi, on n'y pense pas. On dit qu'il faut être entouré. Ce n'est pas vrai. Il faut être bien entouré. Tu vois, les cons, ça dégage. Puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais le con s'ignore souvent. Alors, il y en a qui le savent, puis ils jouent sur ça, mais il y en a d'autres qui ne le savent pas encore, il faut leur dire. Mais des fois, on est pollué par l'entourage. Des fois, c'est la famille. C'est chiant parce que ça, on est obligé de faire un peu avec, mais ça n'aide pas, ça. Et puis, les comportements. La quantité et la qualité de sommeil. Il faut bien dormir. Alors, c'est facile à dire ça. Bien dormir, hein, c'est... Hein. Mais c'est vrai que le sommeil, c'est important. Mais regardez, les gens qui passent, et peut-être c'est votre cas parce qu'on a quand même des métiers où on est assis, si on passe plus de 10 heures, pardon, excusez-moi, 10 heures assis par jour. Alors comptez les repas, alors aujourd'hui c'est à 300 ce qu'on a fait. 10 heures par jour, 71% des gens qui passent plus de 10 heures par jour ont des troubles du sommeil, très importants. Pourquoi ? Parce que toute la journée,
Et là, on l'a vécu un peu cet après-midi, même si c'était hyper intéressant, hein, ce n'est pas le sujet, c'est quand on est assis, notre cerveau envoie des signaux d'endormissement. Donc on a essayé de lutter, tu vois, on n'a pas fait la sieste pour ne pas se dire qu'on s'ennuie. Mais du coup, c'est pas sûr qu'en se couchant le soir après, en ayant lutté toute la journée quand on est fatigué, que notre cerveau, tout d'un coup, il arrive là à s'endormir. Donc là, on a les yeux grands ouverts et on est là à dire eh merde, toute la journée j'ai voulu dormir et là j'y arrive pas. Ça aussi, ça inhibe tout ce qui n'est pas de l'ordre du sommeil. Donc la sexualité peut être inhibée. Oui, des fois, il faut corriger l'hygiène de vie chez nos patients. C'est hyper important de voir la qualité de leur sommeil, si ils consomment de l'alcool, ils font de l'activité physique, du tabac, enfin machin, etc. Si l'alimentation est à peu près équilibrée. L'hygiène de vie, elle est fondamentale parce que ça y joue énormément. D'accord ? On ne peut pas faire que des bilans sanguins, que du côté médical, mais par contre, il ne faudra pas le nier non plus parce qu'on peut avoir des troubles importants. L'apnée du sommeil aussi. L'apnée du sommeil, oui, tout ce qui est dans le sommeil, de toute façon, ça tue ça. L'apnée du sommeil, en plus, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Alors ça, c'est chiant. Hein. Je voulais juste rappeler dans la diapo que vous aviez, tout ce qui pourrait aussi impacter sur dire, il y a aussi des antidépresseurs. Ouais. Certaines contraceptions hormonales aussi. Et tous les médicaments, enfin beaucoup de médicaments. Il y a beaucoup de médicaments, si vous regardez, ça joue sur la libido parce que ça dérègle au niveau hormonal. Donc, et puis le foie, je vais vous en parler, mais là on est un peu plus encore des études, je suis désolé, chez l'homme, mais sur la régulation de la testostérone avec la sécrétion de la SHBG. Et le foie, dès qu'il est impacté, il sécrète plus de SHBG qui se fixe à la testostérone et qui la rend inactive. D'accord ? Elle ne peut pas, parce que les lésions sont trop dures à casser. Donc en fait, le corps ne peut pas se servir de cette testostérone. Donc faire un bilan de testostérone à un homme en mettant testostérone totale, on passe à côté de quelque chose. Parce que vous pouvez avoir une testostérone totale élevée, un dysfonctionnement métabolique avec un foie qui sécrète trop de SHBG, et du coup une testostérone libre ou biodisponible qui est très faible et du coup qui n'est pas active. Donc on aura des troubles sur la sexualité et pas que. D'accord, au niveau musculaire, osseux, etc. C'est-à-dire que le corps ne peut pas utiliser cette testo. D'accord. Oui, bien sûr, ça joue sur la régulation de tellement d'hormones en fait. Donc il y a beaucoup de choses en fait sur ça. Donc juste quelques conseils avant de passer sur le côté un peu plutôt trouble sexuel qui peut impacter. On l'a dit, je vais aller vite. Hein. La communication, rien d'obligatoire dans la sexualité, c'est aussi important de rappeler ça aux gens, mais ça, je pense que tout le monde ici est convaincu. On n'est pas là à faire nos patients dire comment ça, il n'y a pas de pénétration. Il faut s'y mettre, madame. Oui, voilà, oui, non, mais ça on est d'accord. Mais voilà, donc, mais on ne force pas et la pénétration beaucoup, et encore beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont persuadés de ça. Hein. Dans les établissements scolaires, quand vous passez, moi j'entends des trucs des fois, les gamines qui me demandent comment, à 13 ans, comment faire pour ne pas avoir mal lors des premières sodomies, comment avaler, enfin... Ah oui, elles grandissent avec le porno. Hein. Le porno, c'est 9-11 ans la première exposition. Si vous commencez à en parler au collège, c'est un peu tard. Hein. Il faut en parler avant. Donc ça, c'est sûr. Le premier organe sexuel, bien sûr, c'est notre cerveau. Donc plutôt que de regarder des images, et avec beaucoup de personnes qui sont dans la pornographie, essayer de les détacher de la pornographie un peu. C'est pas évident. On n'est pas là pour leur dire il faut tout arrêter. Enfin, si on diabolise, ils vont se dire ouais, dégage, hein, je m'en vais. Mais par contre, d'essayer de leur amener d'autres façons de créer en fait. La pornographie, enfin ce qu'on regarde en visuel, ça ne permet pas de créer. Alors les images, si, parce que si tu regardes une photo, tu peux laisser partir ta tête, mais soit l'audio, soit l'écrit, c'est quand même hyper intéressant pour qu'on crée de la fantasmatique. Moi, je me dis à mes patients, je dis le fantasme, c'est comme la braise dans un barbecue, hein. C'est obligatoire si tu veux des flammes. Je veux dire, s'il n'y a pas de fantasme, pour avoir vraiment... Parce qu'il y a plein de jeunes, alors c'est surtout les garçons qui consultent pour ça, parce que quand ils n'ont pas d'érection, c'est foutu, quoi, tu vois. Une fille, une femme, à la rigueur, ça triche un peu, hop, je prends le pot de lubrifiant. J'ai rien contre le lubrifiant. Mais quand je vois des femmes qui lubrifient pas du tout pendant les rapports sexuels, et quand elles se masturbent, elles me disent « Ah, je suis trempée », il faut questionner quand même si ce qu'elles font dans leur sexualité, ça leur plaît. Voilà, mais il y a moyen, entre guillemets, de tricher. Nous, il faut mettre une attelle, c'est compliqué, enfin, tu vois, faut appeler un copain, il n'est pas toujours dispo. Enfin, alors bien sûr, on a les médicaments, mais pas prendre des médicaments comme ça. Mais quoi qu'il y en a qui le font. Hein. Il y a des jeunes qui prennent des... Bien sûr, bien sûr. Ah. Ben, d'ailleurs, comme les acteurs porno qui se font des injections intracaverneuses. Hein. Ils trouvent des prescripteurs.
Mais la lecture érotique, c'est intéressant. Et puis quand on travaille ça, moi je sais qu'il y a des personnes qui, mis après, qui d'elles-mêmes diminuent le porno parce qu'en fait, prennent beaucoup plus de plaisir. Comme leur cerveau crée ce qu'ils aiment, c'est top. Voilà. Donc après, ça fonctionne bien, ça active le circuit de récompense, etc. Et puis nos thérapies, bien sûr. Là, je vais un peu plus vite sur ça parce que déjà on l'a vu, l'importance du toucher et tout ce qui est autour de l'acte sexuel en lui-même, donc les préliminaires. Ça aussi, combien de personnes sont persuadées que la masturbation, la fellation, le cunnilingus, c'est des préliminaires? Oh ben non, là, on est dans l'activité, hein, les gars, on se détend. Hein. Ah, mais il faut leur dire, hein, parce qu'il y en a des fois, tu fais, ah bon moi, je leur dis tout le temps, je dis, ben non, un préliminaire, c'est quelque chose que tu retrouves en dehors. Tu vois, le toucher, par exemple, le massage, tu vas chez ton kiné, en théorie, tu vois, c'est pas sexuel. Sinon, tu as vachement créé de liens quand même. Hein. Tu as passé un step, tu vois. Oui, l'alliance thérapeutique. Non, mais c'est comme les urologues, des fois. Tu vois, je leur dis aux uros, je dis, attention, le toucher rectal, c'est maximum 10 secondes. Hein. En dessous de 10 secondes, c'est médical. Au-dessus de 10 secondes, c'est amical. Ben, tu as créé du lien. Hein. Des fois, tu lui dis, ta bague me fait mal, il dit, c'est pas ma bague, c'est ma montre. Là aussi, enfin, je veux dire, on a vachement créé de liens avec son urologue. Il n'y a pas d'urologue présent? C'est bon. Mais je leur dis tout pareil, ça les stresse après dans l'acte. Il faut qu'ils aillent vite. Mais ça, c'est pareil, d'expliquer vraiment aux gens que c'est une pratique. Moi, je me rappelle de ce jeune de 28 ans qui me dit, faites quelque chose, je suis puceau. Je dis, ah bon, tu n'as jamais rien fait. L'autre, il a absolument tout fait. Je pense qu'en plus, c'est un super amant, tu vois, parce qu'il te fait la totale. Sauf que quand il veut pénétrer, il a un petit coup de stress et ça part. Mais j'ai dit, vous n'êtes pas vierge alors? Mais il n'avait jamais pris conscience. Pour lui, il n'avait jamais, parce que pour lui, l'acte... Mais dans beaucoup d'études, l'acte sexuel, c'est un moment de la pénétration. Hein. Dans beaucoup d'études, c'est écrit comme ça. C'est un gros problème aujourd'hui. Hein. On a du mal à encore se détacher de ça. Hein. Ah non, viol, cunnilingus, fellation, c'est un viol. Hein. Donc c'est un... Attention. Hein. Ah oui, cunnilingus est un viol. Hein. Ça fait pas longtemps qu'ils l'ont rajouté, mais ils l'ont... Ouais, c'est ça, 2023, ils l'ont rajouté. D'accord ? Oui, c'est récent, mais c'est vraiment hyper important. Donc c'est un acte... Voilà, c'est un acte sexuel. Ok ? C'est vraiment important. Donc c'est bien aussi de déconstruire un peu tout ça. Bon, la tendresse, oublier la performance, on l'a déjà dit, c'est hyper important. Maintenant, on va s'intéresser aux troubles sexuels et notamment, surtout si vous avez des patients qui sont atteints de pathologies chroniques, où je vous ai dit, beaucoup de traitements vont impacter les hormones. Vos patientes, elles ont souvent des sécheresses vaginales. Moi, je leur donne l'image que le vagin, c'est un peu comme une éponge. Tu vois ? Quand c'est neuf, c'est souple, ça absorbe l'eau, l'eau ressort. Et tu laisses ton éponge quelques jours au bord de l'évier, fais un peu la gueule, mais tu remets un peu d'eau, ça va, tu la laisses plusieurs mois, elle est foutue l'éponge, tu vois. Et au niveau vaginal, c'est ce qui peut se passer. Vous avez les couches de cellules épithéliales qui vont vraiment diminuer, même une atrophie vulvaire, et donner des douleurs au début dans la sexualité, puis après au quotidien. Mais quand on a mal et qu'on insiste, ça ne donne pas envie d'y retourner, quoi. Donc, vous pouvez... peut-être des fois, ce n'est pas un trouble du désir sexuel qui est présent, c'est d'abord des dyspareunies induites par des sécheresses qui, au bout d'un moment, donnent le fait qu'on n'a plus envie de sexualité. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas aller trop vite sur donner des conseils pour booster la libido ou je ne sais pas quoi, ou le désir sexuel, si en fait, le trouble vient à une autre origine. Et en pathologie chronique, ça, c'est fréquent. Et à la ménopause, ça peut l'être aussi. D'accord ? On peut avoir des sécheresses vaginales importantes suite à un manque d'imprégnation. Le vagin adore les oestrogènes. Oui, ça, c'est une belle étude qui a été faite sur des femmes qui ont un traitement par anti-aromatase, donc c'est les hormonothérapies qui suppriment le plus les hormones sexuelles. D'accord ? C'est vraiment, là, tu n'as plus rien du tout. C'est-à-dire que tu dis au corps stop, donc aux surrénales et aux ovaires, bon, généralement elles sont ménopausées quand on leur met ça, donc elles n'ont déjà plus les ovaires, mais surtout le tissu adipeux, donc la graisse qui sécrète des oestrogènes, on bloque tous les récepteurs. D'accord ? Donc du coup, tu as un vagin qui n'a plus aucune imprégnation hormonale. Donc là, il s'assèche. Donc on peut, dans un premier temps, donner un hydratant vaginal. Vous dites en pharmacie, un hydratant vaginal, c'est une crème de jour pour vagin. Ce n'est pas un médicament, c'est comme du stick à lèvres. Hein. C'est-à-dire, si tu n'en mets pas, ça ne marche pas. Donc, c'est une hygiène à avoir. C'est-à-dire, c'est un hydratant. Tu mets tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, la femme, elle le sent, comment ça hydrate. Si ça ne fonctionne pas, alors, il y a 2 choses. Soit elle l'en met, mais le produit ne ressort pas.
Donc très bien, déjà, ça veut dire qu'au moins il s'imprègne dans la muqueuse. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que la sécheresse est trop importante. Ou alors, pire, le produit ressort tout de suite et que les sécheresses sont trop fortes et c'est mon éponge qui est trop... Toi, tu as remis de l'eau dedans, ça ne peut plus rentrer. On peut jouer un peu avec les hormones, notamment la colpotrophine qui est validée en plus en cas de cancer, notamment hormonodépendant. C'est-à-dire que je peux mettre de la colpotrophine en local au niveau vaginal chez ma patiente alors qu'elle a un cancer hormonodépendant et qu'elle est sous hormonothérapie. Aucun problème avec la colpotrophine. D'accord ? Excepté que sur la boîte, il y aura écrit contre-indication, cancer hormonodépendant, parce que les laboratoires ne veulent pas, en cas de récidive, qu'il soit attaqué. Mais les études sont toutes claires sur le sujet et vous le faites prescrire par l'oncologue. Comme ça rassure encore plus votre patiente. Vous voyez ? Mais la colpotrophine fonctionne bien. Et après, dès que ça relance un peu, si ça relance, eh ben vous repassez sur l'hydratant non hormonal. C'est-à-dire que vous ne donnez pas des hormones comme ça à votre patiente une fois que ça... Là, c'est un médicament. Ça a fonctionné, on repasse sur de la prévention, donc de l'hydratant. D'accord ? Alors, il y a un petit remboursement par la sécurité sociale. Vous pouvez dire merci, mesdames, quand même, parce qu'on est gentils. Voilà. Après, c'est fini. Tout ce que je vais vous montrer, c'est les traitements de réparation, mais qui sont super importants chez des patientes qui ont mal, mais pas que dans leur sexualité, qui ont mal tout le temps. Et là, je peux vous dire, elles n'ont pas du tout envie de sexualité. Elles ne peuvent même pas toucher leur vulve, tellement c'est un calvaire. Des fois, juste les vêtements, ça les irrite. Donc, autant dire, avant de dire, bon, on va travailler le désir sexuel, tu vas voir, il faut qu'on règle le problème. Donc, vous avez les injections d'acide hyaluronique. On peut injecter dans la vulve et le vagin, ça marche très bien, sauf que c'est une forme inerte. Donc, tous les 6, 9 ou 1 an, il faudra refaire l'injection. C'est entre 200 et 250 €. Ce n'est pas pris en charge, bien sûr. D'accord ? C'est de la chirurgie esthétique. Voilà. C'est de votre faute, vous montrez votre vulve à tout le monde aussi. Donc forcément, ils ont dit que c'était de l'esthétique. Ils sont intelligents. Hein. Ils ont réfléchi, je pense, quand ils ont dit ça. Le pire, c'est le lipofilling. Ça, c'est le top. Tu as le lipofilling, tu fais la même chose avec la graisse de la patiente. On l'utilise pour des reconstructions du sein. On appelle ça une reconstruction. C'est pris en charge par la Sécu. Au niveau vaginal et vulvaire, ils ont osé nous dire que c'était esthétique. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils le font bien. Hein. Dans leurs conneries, ils y vont à fond. Ça marche très bien. La seule cotation Sécu qui existe, mais il faut trouver le bon chirurgien qui veut la faire, c'est quand les femmes ont eu une épisiotomie. Moi, je leur fais en cabinet. Hein. J'ai un vieux cutter. Non, mais ça les aide après. Après, c'est pris en charge à 100%. Il faut les aider. Un petit tabac, un petit coup, mais après, sinon, tu as mal au portefeuille. Ça coûte très cher. Hein. C'est une chirurgie esthétique. T'imagines, il faut un bloc. D'abord, on fait une liposuction, on centrifuge, on réinjecte, ça prend du temps. Un bloc, ça coûte super cher. Les drogues qui vont avec, ça coûte cher. Le personnel, ça coûte cher. La patiente paye très cher ces interventions-là. Et c'est dégueulasse qu'on n'arrive pas à les faire rembourser. D'accord ? On essaye un maximum sur ça, mais là, c'est compliqué. Mais ça marche très, très bien. Franchement, quand il y a ce type de chirurgie, ça répare vraiment une femme. Alors après, vous avez un gros boulot derrière pour qu'elle revienne à une sexualité pénétrante agréable, hein, parce qu'il y a les souvenirs de la douleur, hein, il y a tout ça. On a un gros boulot derrière, on est d'accord. Hein. Ça ne règle pas, c'est pas miraculeux. Mais elle n'a plus mal, déjà au quotidien. D'accord ? Donc ça, c'est quand même important. Non, 30% de la... ouais. La psychologie s'efface, mais la graisse, à peu près 30% de perte, donc ils mettent 30% supplémentaires. C'est calculé dans la... Donc la vulve au début est un peu plus... ça fait une vulve pulpeuse, un peu comme quand les femmes, elles se refont avec des boudins de zodiaque, là, tu sais. Bon, tu as la même chose là. Mais après, ça va fondre un tout petit peu et le reste va rester. Et c'est une seule chirurgie. On n'a pas pour le moment à refaire. Donc c'est quand même... Ben oui, c'est important. Où il y en a. Donc, dans le corps de la femme, hein, c'est pas le chirurgien qui donne la sienne. Hein. On prend celle de la femme, hein, on va choper dans le ventre, dans les cuisses, comme une liposuction. Hein. Ça fait deux. Bien sûr. Mais c'est pour ça que ça s'est considéré comme esthétique encore. Hein. Vous n'avez pas une augmentation des demandes de vulvoplastie de jeunes patientes? Vous n'avez pas ça? À force de regarder du porno, qu'elles disent que j'ai la vulve qui n'est pas normale, les petites lèvres qui dépassent, machin, elles arrivent à fond avec ça. Hein. Ouais, non, mais ouais. Elles veulent ça de plus en plus, hein, de jeunes. Hein. Ça, c'est un truc. Moi, je fais beaucoup de jeunes. Donc ça, j'en ai plein qui me disent on l'envoie vers un gynéco, tu sais, au cas où vraiment il y aurait une anomalie. Généralement, il n'y en a pas. Et le cannabis, c'est sécheresse muqueuse? Oui, énormément aussi.
Ah, oui, ça c'est compliqué, mais c'est sûr que les drogues, beaucoup de drogues, hein, l'alcool aussi, hein, attention, hein, l'alcool, bon, pas au premier verre, hein, mais l'alcool sur le long terme assèche énormément aussi les muqueuses. D'accord ? De toute façon, beaucoup de tout ce qui est un peu psychoactif comme produit, ça fonctionne moins bien. Hein, le cerveau va déclencher moins bien les sécrétions hormonales, l'imprégnation se fera moins bien, tout va être un peu ralenti. Faut faire gaffe, il faut aussi vraiment viser large. Là, je vais vite sur ça. Le laser, vous connaissez ? Hein ? Le laser, ils en parlaient à un moment donné de le rembourser. Donc là, ils ont autre chose à faire en ce moment, apparemment, je ne sais pas quoi. Mais ils ont d'autres sujets. Les lésions, on évite sur les lésions du papillomavirus, hein, sur le col. C'est juste la contre-indication qu'on a aujourd'hui. Mais ça, tu ne peux pas garantir à une patiente que tu feras qu'une séance. Hein. Des fois, c'est 15, 10, enfin, des fois, c'est tous les ans, tous les 2 ans, et c'est 300-400 balles la séance. D'accord ? La radiofréquence, pareil, il y a la T-card-thérapie aujourd'hui qui est pas mal et qui est investie par les sages-femmes et qui est moins chère du coup, parce que l'ordre des médecins interdit aux sages-femmes de faire des dépassements. Donc, elles ne peuvent pas faire de gros dépassements, ce qui fait que ça coûte moins cher pour la patiente. D'accord ? Il y a l'acte de la sage-femme qui est pris en charge, et puis le petit dépassement qui va être aux alentours de 15-20 €. En T-card-thérapie, c'est pas mal. C'est de la radiofréquence. Et on a le petit dernier, photobiomodulation. On a des CHU et des cliniques privées qui commencent à investir parce que ça ne coûte pas très très cher. Ils s'en servent beaucoup pour les inflammations au niveau de la bouche. Alors, ils ont juste à acheter l'autre embout. Ce n'est pas le même. Il faut éviter. Donc, ce n'est pas le même, mais du coup, ils n'ont pas un investissement énorme à faire et on peut coter facilement en gynéco un acte. Pour le lichen ? Oui, ça fonctionne aussi relativement bien. Il n'y a pas beaucoup d'études pour l'instant, mais il y en a. Ça nécessite encore pas mal d'études, mais ça a l'air d'être intéressant. De toute façon, si on peut, pour l'instant, vu les autres choses qui coûtent relativement cher, là, on essaye au maximum d'aller vers ce qui coûte moins cher pour les patientes. Oui ? Ouais, au niveau musculaire, ça permet de détendre un peu le muscle. Par contre, il y a un gros travail d'accompagnement à faire derrière parce que si à chaque fois tu ne travailles pas l'origine du vaginisme, ça va recontracter à chaque fois. Mais ça permet. Sur le... Alors, c'est technique, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. C'est ce qui peut se faire. Mais sur un lipofilling, par exemple, si on est dans une cas d'une patiente qui a tellement eu mal et on veut s'assurer que potentiellement on peut enlever la douleur même à la pénétration, on fait une injection de toxines botuliques dans les muscles, ce qui fait qu'on les fige. Ça dure 3 mois. Ce n'est pas énorme, mais ça nous laisse un temps de travail où la pénétration sera non douloureuse. Et de travail psychologique, attention, c'est ce que j'entends. Ça évite qu'elle se contracte. Attention, un travail, hein, quand je dis ça ne règle pas, hein, ce n'est pas miraculeux, ça aide. Ouais. Et pour certaines, j'ai remarqué une aggravation. Après ? Exactement. Juste après l'injection ou quand ça a relâché ? Quand ça commence à relâcher. Oui. Bah, si le travail. Bah, c'est court, 3 mois. Ouais, mais... Ah, mais je suis d'accord, c'est pour ça, 3 mois, c'est pas assez, des fois, ça nous laisse pas assez de temps. Si le travail a été enclenché bien avant et que ça, mais je dis c'est une aide, hein. J'ai pas dit ça ne règle en aucun cas, mais des fois, surtout dans les pathologies chroniques, parce que là, tu parles d'un vaginisme primaire. Ouais, mais là, on est dans des cas souvent de vaginisme secondaire, donc on a un souvenir quand même d'une sexualité pénétrante agréable. Mais quand même, le dernier souvenir qui reste, c'est la douleur. Même si on dit vous vous avez opéré, maintenant, il n'y a plus de raison d'avoir mal. Là-haut, hein ? Oui. Donc, c'est vrai que si jamais, en faisant cette technique-là, on gagne 3 mois, qu'il y a des rapports pénétrants, il n'y a pas de douleur, là-haut, ça lui dit aussi, tiens, t'as vu ? Ça a fonctionné. Et on accompagne et on travaille, bien sûr. Hein. On ne laisse pas notre patiente roule ma poule, c'est fini. Hein. Ça, ce sont des aides. Hein. Ce n'est pas miraculeux, attention. Mais à un moment donné, quand une femme souffre, il faut peut-être l'aider quand même, parce que dire toujours c'est dans la tête, ça va 2 minutes. Hein. Là, quand c'est brûlé, je ne vous ai pas mis des photos, parce que bon, hein, on n'a pas faim après, mais des vulves complètement irritées, machin. Enfin, imaginez des lèvres gercées là. Tu te dis, déjà sur le visage, quand on voit des fois des gens qui ont les lèvres explosées, on dit oh là là là, il doit avoir mal. En bas, ça ne va pas être agréable. Donc maintenant chez l'homme, parce que là on a fait le côté moins important, maintenant, ce qui est important.
Là, on arrête les conneries maintenant. La testostérone. Et là, vraiment, je vous le dis parce que les études vont de plus en plus sur ça. Moi, ça m'énerve encore un peu parce que c'est toujours la même chose chez l'homme. On veut que ça soit mécanique et on veut trouver une origine parce que l'homme, dans sa tête, tout va bien. Et la femme, vas-y, va régler tes problèmes. Mais tant qu'on n'aura pas évolué sur ça, ça va être compliqué. Mais là, on voit de plus en plus sur... Alors, on s'en est rendu compte à cause de... Enfin, sur quoi? Sur la spermatogénèse. On a aujourd'hui... Parce qu'avant, c'est vrai qu'en PMA, c'était facile, c'était la faute de la femme. Tu n'arrives pas à porter de gamin, c'est de ta faute. Nous, attends, jusqu'à 90 ans, on a des spermatozoïdes. Non. 90 ans, tes spermatozoïdes, ils ont la même gueule que toi. Ils peuvent être encore actifs, mais quand même... Voilà. Mais comme maintenant, on se rend compte qu'on fait des spermogrammes et qu'on se rend compte que sur les spermogrammes, chez les jeunes, on a beaucoup d'anomalies. On a des spermatozoïdes qui sont lents. Alors oui, avec quelques gouttes, on fait des miracles parce qu'il y en a des millions dedans. Mais à un moment donné, il faut se dire qu'il y a peut-être un problème. Et on se rend compte que la testostérone, à force de la doser, de plus en plus, on se rend compte qu'elle est plus faible aujourd'hui qu'avant. Donc ça peut causer des dysfonctions érectiles et ça joue sur la libido. Mais sur la testostérone, si vous ne faites que la testostérone totale, si vous demandez un bilan de testostérone, les médecins généralistes qui n'ont pas forcément l'habitude de le faire et qui, s'ils vous suivent, ils vont juste dire testostérone. Ça va revenir le lendemain, mais le problème, c'est que vous n'aurez pas assez d'informations. D'accord? Parce que la testostérone, elle se divise comme ça. Tu as celle qui est liée à la SHBG qui est sécrétée par le foie. 40 à 60%. Si tu es proche des 40, c'est génial. 60, c'est un peu chiant. 70%, ça commence à puer un peu. Ça veut dire que le reste... Parce que celle-ci, elle est complètement inactive. En fait, la liaison avec la SHBG est trop forte. Donc la testostérone est inactive pour le corps. Donc dans le sang, on la dose, mais elle est inactive. Donc pour la sexualité, pour les muscles, pour l'humeur, enfin pour le cerveau, pour tout. Celle qui est libre, c'est la plus efficace, mais tu vois, on n'en fait pas beaucoup. Mais il y a celle qui est liée à l'albumine qui est facilement utilisable. Le corps arrive à briser la liaison et du coup à utiliser cette testostérone. C'est donc ce qu'on appelle la testostérone biodisponible. Et il faut absolument que vous demandiez, quand vous demandez un bilan sanguin pour un homme, testostérone totale et testostérone biodisponible. Oui? Dans les transitions de femmes à hommes, les prises de testostérone, ça correspond à quoi en fait? À la prise de masse musculaire? J'ai pas compris la question en fait, excuse-moi. Les femmes qui veulent, Oui, devenir homme, ouais. Il y a des prises de testostérone. Ah, on leur injecte de la testostérone. Voilà. Ah oui, prise, je pensais à une prise de sang. Les injections de testostérone, c'est pour les caractères sexuels secondaires. D'accord, mais est-ce que ça développe quoi justement? La musculature, la pilosité, la libido, ouais, la voix, enfin tous les caractères sexuels secondaires. Ouais. Sauf, le pénis va réagir quand même, si le clitoris va réagir quand même, mais on ne va pas non plus avoir 20 cm comme d'habitude. Là aussi, les mecs qui sont persuadés que 20 cm c'est la norme, tu sais. Non, c'est pas ça. Mais oui, on va pas. Ouais, c'est chiant, moi je l'enroule là. Je me suis rappelé, en fait, quand on demande à un patient en fait, de faire un dosage de testostérone, il faudrait faire pas seulement une seule fois, mais 2 fois. Oui, bien sûr, on est d'accord. Mais non, ça ne suffit pas. Mais, tous les bilans hormonaux, ça ne suffit pas. Mais ça, déjà, le premier nous donne une référence. Si je suis plutôt haut ou que je suis un peu bas, je me dis, tu vois, si je suis bas, je vais en demander un. Si je suis vraiment haut, c'est rare que tu es haut un jour et qu'après tu sois... Mais bien sûr que ça varie. C'est pour ça qu'on est très embêté chez la femme, parce que ça varie en plus sur le cycle. Alors, nous, les hommes, on est plus stable, entre guillemets, parce que c'est sur 24 heures, mais c'est vrai que sur... en plus, ça dépend s'il y a eu séance de sport, machin. Il y a plein de choses qui jouent sur la sécrétion hormonale. Il n'y a pas un moment pareil dans la journée où il faut faire la prise de sang? Plutôt le matin. C'est nous, c'est sur le début de la matinée que on sécrète le plus. Le mieux, c'est le matin. De toute façon, on va faire la glycémie et tout, il faut qu'il soit à jeun. Donc, autant faire le matin, parce que si tu fais à 16h, à jeun, ça va être compliqué. Parce que la plupart des médecins, Non, il n'y a pas de bilan. Ils ne regardent pas les hormones. Non. Oui, non, mais ça, c'est pas bon. Là, je vais te donner un exemple. Tu vois. Là, j'ai un patient actuellement. On a une testostérone totale. Il a fait tester sa testo. Et sa testo, elle est bonne. Sauf que moi, j'ai redemandé totale, biodisponible. Et la biodisponible, elle est à 3.
Il a 25 ans. S'il avait 80 ans, à 3, je dirais OK. À 25 ans, je ne suis pas du tout OK, moi. C'est-à-dire qu'à 2, tu vas le supplémenter tout de suite, mais dès que tu es dans les normes, à 3, on va en refaire pour voir où on en est. Et il a par contre une testo qui est plus élevée que la norme. Ça veut dire que là, on a forcément un problème au niveau du foie. Il doit sécréter trop de SHBG qui va lier une énorme quantité de sa testostérone parce qu'il est très sportif, hygiène de vie impeccable, sauf qu'il prend beaucoup de compléments alimentaires. Et là, je travaille avec une endocrino. Du coup, l'endocrino, elle me dit, je vois que ça. On va arrêter déjà tous ces compléments alimentaires, parce qu'il y en a forcément ça déstabilise quand même le corps. Oui. Non, c'est des trucs collagène, enfin des trucs plutôt classiques qu'on trouve en pharmacie. C'est pas du dopage. Il n'est pas dans le dopage. Oui, qui sont métabolisés par le foie. Et comme il a une activité physique assez intense, c'est pareil. Le foie travaille plus. Hein. Si vous regardez par curiosité, moi là en ce moment j'ai un capteur de glycémie. Quand je fais des séances de crossfit en haute intensité, ma glycémie explose. Elle monte énormément parce que le foie réagit. Les lésions musculaires, ça fait réagir le foie. Donc chez les sportifs, on a des transaminases des fois qui sont plus élevées que la moyenne. Donc si en plus on prend beaucoup de produits différents, on peut suractiver le foie. Le foie peut dysfonctionner, se mettre à sécréter trop de SHBG qui va capter sa testo. Ça c'est l'hypothèse qu'on a là. On va vite le vérifier. Hein. Après, au pire, on fera une écho du foie et puis on verra. Oui. Et c'est quoi les taux de bio disponibles pour un mec de 25 ans? Ah bah, plutôt par là. Je suis où? Là? Plutôt vers 12. Tu vois, plus c'est élevé. Ça dépend des normes. En fait, ça dépend des laboratoires. Il y en a, c'est sur 28. Enfin, ça dépend des normes. Mais tu regardes sur le 25 ans, il est plutôt en haut. Hein. Voire, il dépasse, on s'en fout. Hein, les normes, le problème, c'est que c'est la même norme pour un homme de 15 ans que pour un homme de 90. C'est quand même embêtant, cette norme. Tu vois. Il faut séparer. Hein. Les hommes jeunes ont une testo. À 25 ans, tu as plus un pouvoir de ta testo, normalement, encore. Hein. Même si on descend après, on espère que tout va bien. Mais par contre, ça peut être ça. Travailler sur le poids. Alors, le stress, vous allez me dire, on est gentil. Des médicaments, des fois, certains prennent beaucoup de médicaments. Et que je prends des Doliprane tous les jours parce que moi, j'ai mal, j'ai machin. Mais le foie, il morfle à chaque fois. Donc tout ça, ça fait travailler. Alors après, on regarde s'il y a des hypogonadismes, etc. Si c'est lié à l'âge, le mode de vie d'abord a changé. Peut-être la testo si on voit qu'elle chute trop vite. De toute façon, s'il y a un problème, c'est l'endocrinologue qui prend le relais sur ça. D'accord ? C'est sa spécialité. Lui, il va regarder dans la globalité. Mais c'est bien de pouvoir le détecter. Si c'est ça, ça peut expliquer des fois un trouble du désir sexuel. Souvent, tu auras des dysfonctions érectiles associées. Sauf si, là, comme là, je suis face à un jeune qui est très sportif, mais il a de bonnes érections, l'enculé. C'était pas un bon plan, lui, il coche pas toutes les cases d'une testo basse. Hein. Mais on a quand même des signes. Alors après, les traitements, on en a parce que c'est pareil, si j'ai une dysfonction érectile et que j'y réponds pas, ça éloigne l'homme. C'est comme l'éjaculation précoce. Combien il y en a d'éjaculateurs précoces qui nous disent « mais moi, non, j'y vais moins parce que… » Bah oui, mais c'est pire, en fait. Ouais. Le problème, c'est que des fois, ils fuient la sexualité. Donc, en fait, c'est cacher un trouble. C'est pas qu'ils n'ont pas envie ou qu'il n'y a pas une inhibition du désir sexuel. C'est des fois, le trouble sexuel les empêche de passer à l'acte aussi. Et ça peut jouer. Donc là, on a plein de choses, hein, les IPDE5, les injections intracaverneuses de gel intra-urétral, le vacuum, les anneaux de constriction. Pas plus de 30 minutes. Hein. Après, ça devient bleu. Hein. Après, ça tombe. Hein. Attends. Ici, et tu vois, regarde, la France est bien faite. Quel beau pays quand même. C'est bien. Fallait être un homme, hein. Fallait choisir. Ça, tu vois, l'implant pénien, ça coûte 5 000 à 6 000 € la pose. C'est une chirurgie. Et un petit diabète. Ouais, un patient, 88 ans, il a un diabète de type 2, tu vois, léger. Il a des dysfonctions érectiles, il en a marre de prendre des… On lui a fait poser une prothèse pénienne. Non. Si, bien sûr. Remboursé à 100% par la sécurité sociale. D'accord ? Il n'y a pas de douleur, hein. C'est juste une dysfonction érectile. Okay ? S'il y a une pathologie, et c'est facile avec l'âge de trouver un dérèglement, hein, cholestérol, machin, etc., on peut aider l'homme, on lui pose cette prothèse pénienne. Je ne dis pas que c'est une solution. Ce qui m'embête, c'est de dire que c'est la possibilité pour un homme qui n'a pas de douleur et qu'une femme qui souffre le martyre, on ne peut pas lui faire une reconstruction. C'est ça le gros problème aujourd'hui.
Mais la dysfonction érectile peut être l'origine d'un désir sexuel hypoactif. D'accord? Ça peut être la source. Donc vous vous centrez sur le problème de désir sexuel alors qu'il faut se centrer d'abord sur le trouble érectile et après on voit si ça relance le désir sexuel. L'incontinence. Une femme sur 3 après 35 ans, un homme sur 5 après 45 ans. Alors ce n'est pas les grandes eaux non plus, hein, on n'a pas la serpillière constamment, mais souvent c'est le périnée qui lâche. Et là je n'en peux plus de ces pubs qui sont immondes en ce moment. Où il y a l'autre qui fait du pilate, qui est comme ça par terre, qui fait « Oh, je peux me lâcher, ça fait du bien !» Donc elle se pisse dessus parce qu'elle a sa couche confort. Hein. Et le pire, c'est celle qui est sur les épaules de sa copine en maillot de bain. Elle lui pisse dessus. Mais comme elle a sa couche Téna, tout va bien. Et c'est des femmes jeunes, si vous regardez. C'est des femmes jeunes. Donc ça fait croire aux femmes que c'est normal. L'incontinence urinaire. Non. Parce que si vous laissez ça, après, avec le temps, c'est un prolapsus. Hein, c'est la charcuterie qui sort, quoi. Enfin, non, mais c'est vrai, il faut faire gaffe à ça. Alors, les chirurgies de prolapsus, c'est sympa, mais il faut savoir qu'on peut récidiver. Hein, il y a une hygiène de vie à avoir derrière et un travail musculaire important. Rééducation du périnée. Quand il y a de l'urine, je suis désolé, mais alors ça donne moins envie de rapport sexuel quand on sait qu'on a des fuites. Hein. C'est quand même pas glamour, ça. Alors, il y en a qui aiment ça, mais ça reste quand même une petite partie de la population. Hein. Généralement, les incontinences urinaires, ça ne donne pas envie d'avoir un acte sexuel. Donc ça perturbe. Donc ça aussi, questionnez bien. Mais dites pas est-ce que vous êtes incontinente. Demandez est-ce que vous avez plus de difficultés à retenir vos urines, notamment quand vous portez une charge, quand vous toussez, un effort physique. Est-ce que la nuit, il faut se réveiller plus? C'est plutôt ça, plutôt que de leur dire est-ce que vous avez besoin d'une couche. Voilà. Et là, des fois, des femmes, et des hommes aussi, attention. Et dans la fonction érectile, c'est important. Hein. Un périnée qui est foutu, dysfonction érectile. Un homme qui a une bonne érection qui te dit « moi le matin, bah, si on avait des rapports sexuels tous les matins, ça serait bien, mais le soir, c'est mou bah, », laissez tomber, c'est le périnée qui lâche dans la journée, hein, qui n'en peut plus. Ouais. Et ça c'est important parce que c'est un trouble qui peut impacter fortement la sexualité. Oui, pardon. Après, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont de l'incontinence, le sport, Ah mais bien sûr. Ouais, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé. Je vous ai marqué le sport sur la slide tout à l'heure. Le sport à haute intensité, c'est pas bon pour la sexualité. Hein. Je vous dis de suite. Hein. Là, les choses comme ça, elles ont des incontinences. On voit celles qui font de l'haltérophilie ont d'énormes incontinences. Les gymnastes qui sautent partout ont de l'incontinence. Les trailers, ça peut abîmer le périnée. Chez les hommes aussi. Sauf que le cycliste, ça flingue le périnée, ça cause des problèmes de prostate. Et puis les hommes, ils savent, des fois, tu leur dis tu as un périnée, eux, ils pensent que c'est une chaîne de montagne. Tu leur dis non, ce sont des muscles. Hein. Parce que, non, mais c'est vrai que nous, les hommes, tu sais, si au pire on a quelques gouttes d'urine, comme le lendemain, on le met dans l'autre sens, le caleçon. C'est pas très grave, ça sèche. Mais il y a des hommes, ils sont, voilà, hygiènement, tu vois, ça gêne moins que les femmes, souvent. Je dis bien souvent. Des femmes que ça gêne pas. Et il y a des hommes, c'est atroce. Mais il y en a qui disent oh, c'est pas très grave, quelques gouttes d'urine comme ça. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ça abîme et qu'après, ça va aller plus loin. On peut faire des prolapsus en étant des hommes aussi, hein, attention. Donc, tout ça, c'est important. L'exercice de Kegel, c'est pas mal. D'abord, une rééducation périnéale. Sage-femme, kinésithérapeute spécialisé, on y va, on fait. C'est de la musculature, il faut entretenir. Ce n'est pas uniquement pour les grossesses hein, ou après grossesse. D'accord ? Après, bien sûr, il y a tout ça, mais tout ce que vous avez dit, je vais aller vite parce que je vois l'heure, mais tout ça, c'est important. Orienter son ou sa partenaire. On se connaît quand même mieux que l'autre nous connaît, quoi. Ouais. Si on ne communique pas, si on ne montre pas ce qu'on aime, moi je veux bien. Les gens qui ne se connaissent pas. Il faut partir du principe, la masturbation, je ne sais pas si vous avez vu les dernières études, 97% des hommes se masturbent, 3% mentent, ne le font pas. Ne le font pas, pardon. 84% des femmes ont recours à la masturbation. D'accord ? Donc il faut partir du principe que c'est une pratique sexuelle courante. On ne questionne pas, mais on demande si le trouble est présent à la masturbation. Mais quand il y a des gens qui ne se masturbent pas, il y en a. Moi, je veux bien, mais c'est comme gagner au loto. Je veux dire, c'est possible de gagner au loto. De trouver la personne qui te fait absolument ce que tu aimes sans savoir ce que toi tu aimes, c'est comme gagner au loto. C'est possible. C'est rare. Alors, si on a gagné, on garde. Hein,
Mais du coup, c'est mieux de connaître, d'orienter son partenaire ou sa partenaire sur ce qu'on aime, etc. Tout ça, c'est important. Bon, c'est ce qui a été dit, hein, le lâcher-prise, tout ça, ça. C'est sûr que quand tu cogites, c'est quand tu es orienté performance et que tu veux être une machine de guerre à donner un orgasme et que tu y vas, bon, généralement, tu te plantes, mais voilà, ça, c'est sûr. Vivre le moment présent. Hein, on pensera à nos courses après, on pensera à notre boulot demain matin, voilà, mais on est présent dans ce qu'on fait. Hein. Mais il y a beaucoup de personnes qui cogitent. Hein. Bon, après... De quoi? Ah, mais je suis d'accord, moi c'est hyper facile là ce que je fais. Hein. Si c'était facile à faire, on n'aurait pas besoin d'en parler. Hein. Ah, mais bien sûr. Mais combien il y en a? Mais après, des fois, j'avoue, tu as le film, il n'est pas fini, moi je veux voir la fin. Donc tu peux faire deux choses à la fois quand même. Non, mais il faut être vraiment... Il y a des personnes qui ne sont pas dans le moment qu'ils vivent, hein, ils sont toujours dans après. Ne pas s'interdire à fantasmer, enfin, je veux dire, quand ça fait aussi des années qu'on est ensemble, on s'excite un peu moins. La nouveauté, c'est sympa, ça dure 6 mois, 2 ans. 2 ans, je pousse large. Mais le cerveau, il a besoin de nouveautés. Après, on se connaît par cœur, on est moins excité quand on se croise, quoi, hein. Donc la fantasmatique, ça peut être intéressant aussi. Après, on peut diversifier, bien sûr, nos pratiques. Hein. Le fait de changer un peu de lieu. Des fois, il y a des gens, le lieu, c'est facile, hein, c'est le lit. Avec les miettes. Et tu changes déjà la douche. Wow, c'est un truc nouveau qu'on n'a jamais testé. Ça, des fois, c'est pas non plus aller faire un grand voyage. Si on veut, on peut. Hein. Mais des fois, il y a des choses simples à faire hein, pour un peu changer. Le toucher, on l'a dit, mais ça c'est bien. Le massage, on sait faire. Hein. Le massage, de toute façon, la posologie, c'est quoi? C'est masser jusqu'à pénétration. Après, c'est bon. T'arrêtes. Non, mais voilà, le massage, ça peut être intéressant. C'est le contact physique. Enfin, il y a plein de trucs qu'on peut mettre. Voilà, c'est des idées. Hein, c'est pas non plus. Si ça plaît pas, si les gens aiment pas le contact, bon, bah, tu dis non, tu vas pas forcer tes patients. Les scénarios aussi. Toi, Noël arrive. Enfin, je veux dire, ça peut être sympa. Après, on n'aime pas, on ne fait pas, on propose. Oui. En fait, c'est de la proposition qu'on fait. Moi, toujours, c'est les gens qui doivent s'approprier. C'est juste que des fois, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'idées. Il y en a des fois, même sur des pratiques sexuelles, hein, sur des positions, des fois, c'est un peu... voilà, moi, j'aime bien travailler surtout, je mets après, je pense, sans pénétration. Mais là, moi, je trouve que c'est ça, la vraie intimité. Parce que se grimper dessus, on n'est pas... Enfin, je veux dire, à peu près tout le monde a vu comment il fallait faire. S'il n'y a pas trop de déficience ou au niveau psychiatrique, on arrive à peu près à le faire. Par contre, quand on enlève la pénétration, il y a des gens vraiment... Alors là... Oh putain. Oula. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, là, ça arrive. Hein. De toute façon, on le voit vite. Hein. Parce que quand on propose ça, tu le vois dans les yeux des patients. Si là, on est perdu... Une fois, je me rappelle deux jeunes, un petit couple, ils étaient mignons. Elle avait eu un cancer de l'ovaire. Bon, il avait été pris très très tôt. Donc, c'est des traitements lourds. Hein. Pénétration, après, c'est pas fun. Hein. Et puis, ils viennent ensemble. Et franchement, je sais plus, ils avaient 22 ans et 23 ans. Et ça a été connu qu'eux, enfin, tout mignon. Et puis, moi, je dis, bah, c'est normal, vous inquiétez pas, on donne tout ce qu'il faut en produit. Puis, je dis juste, voilà, je dis juste au début les préliminaires. Tu vois, par exemple, je dis les préliminaires, machin. Puis, je vois dans leurs yeux un peu, ils se regardent. Alors, je dis, bon, avant la pénétration, avant d'être malade, vous faisiez quoi? Et là, le plus naturellement possible, elle me regarde, elle me dit, bah, il me crachait dessus. Après, ça marche bien. Franchement, moi, j'ai vu, tu as vu l'hiver, quand tu as des glaires, ah bah, ça dégage d'un chat dans la gorge. Et puis, la glaire, elle tient mieux. Tu vois, non, mais c'est des pratiques dans les pornos. Eux, ils n'y voyaient pas mais ils ne se sont jamais questionnés sur, tu fais un petit peu d'éducation, hein, et puis après, ils sont contents. Hein. Moi, le mois d'après, ils m'ont dit, c'était génial votre truc. Je dis, bah, vous faites ça tout le temps, si vous voulez. Hein. Et regardez, il y a plein de trucs à faire. Mais des fois, il faut penser à ça aussi. Hein. Des fois, il y a des gens, c'est très restreint. Les sextoys, quand même, ça, c'est quand même vachement bien. Surtout maintenant aussi chez les hommes, ils nous font des tueries. Hein. Moi, c'est ce que je disais il y a encore pas longtemps à ma femme. On a le Thermomix, on a l'aspirateur automatique. Quand les enfants sont grands, je ne sais pas à quoi va me servir. Hein, ces jours sont comptés. Mais ils font des masturbateurs pour les hommes ou des sextoys qui sont vraiment super intéressants, qui pimentent bien la sexualité. On ne force pas nos patients. C'est des propositions. Ils essayent pas. Et ça, à tout âge. Hein. Les seniors, il y en a plein qui testent. Hein. Faut pas croire que c'est juste pour les jeunes. Hein. Là, faut pas avoir de tabou sur ça. Mais voilà, c'est comme la masturbation. Après, il y a des gens avec leurs croyances religieuses, ils veulent pas. C'est des propositions qu'on fait. On force vraiment personne. Et puis la masturbation, comme je vous disais, qui est quand même super
super pour la sexualité. Pareil, on ne force personne. Moi, je ne veux pas. Ceux qui disent non, non, je ne peux pas le faire, je me l'interdis. Bon, d'accord. Mais à un moment donné, c'est bien. Et parfois, tu changes masturbation, qui est quand même se polluer avec la main. Je veux dire auto-érotisme, sono. Oui, tu changes plein de trucs. Ça peut changer la bien sûr. sur, Ou les façons de faire, quand il n'y a pas la main, aussi en frottant. Il y a des pratiques aussi qui sont plus acceptables des fois. C'est quand ça bloque. Mais si après ça bloque pas et que les gens, tu sens qu'ils sont... faut en parler, mais il faut leur expliquer. Parce que souvent, c'est sur la masturbation, moi je me rends compte quand un couple a moins de rapports sexuels, il y en a qui culpabilisent de se masturber. Surtout quand c'est la personne qui... Quand ils arrivent en couple et qu'on dit « elle veut jamais », le truc, déjà quand il te dit ça, tu fais « ouf, bonjour monsieur ». C'est sûr que si je lui demande en couple si elle se masturbe et que l'autre elle me dit « oui, tous les jours », elle se fait tuer. Hein. Donc il y en a qui se l'interdisent aussi. Sauf que la masturbation, ça aide à relancer le plaisir. Tu te donnes du plaisir, ton circuit de récompense il s'active, il donne envie d'y retourner, tu as des fantasmes, c'est un cercle vertueux. Donc ça peut être intéressant. Ouais, c'est pour ça que j'en parle, il faut en parler. La masturbation, dans le cabinet, il y en a un qui m'a dit, j'ai regardé la masturbation, il me fait, mais vous croyez quoi? Pourquoi je me suis mariée? Sa femme était là à côté. Vous croyez quoi? Pourquoi je me suis mariée? Ouais, pourquoi j'ai acheté une voiture, tu vois, pour monter dedans, hein, enfin, je veux dire... Ah non, mais il y a des gens, oui, bien sûr. Donc, penser que ça se travaille, ça on le sait, et puis que le couple aussi n'est pas acquis. Beaucoup de personnes aussi, quand ils sont en couple, c'est ma femme, mon mari, c'est pas un objet, quoi. Il y en a, ils pensent qu'ils travaillent plus chose. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc là, quelques livres. Le prochain qui va sortir sur la cybersexualité. Si vous voulez, il y a les bons de commande et l'éditeur offre les frais de port. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. A priori, tu as été très content. Ah, si. Ne bouge pas, c'est pas fini. Je suis là. Je vois, je fais que de boire. J'avais une question sur les troubles de l'érection. Tu parlais effectivement que quand il y avait des troubles d'érection à la masturbation également, ouais. que c'était plus souvent médical. Ouais, plus souvent. Quand tous les examens ont été faits... c'est psychogène. Après, ça peut être des traumas, ça peut être tellement de choses. Je dis en général. Ouais. C'est que c'est une indication quand même, parce qu'il y a tellement de choses qui jouent sur la fonction érectile de l'homme. Et on sait qu'il y a le problème, les troubles cardiovasculaires qui sont relativement graves et les troubles hormonaux qui peuvent impacter. S'il y a la masturbation, vraiment le trouble est là et qu'il n'y était pas avant en plus. Tu vois, tu as ton patient qui est avant, vous aviez, non, ça fait par exemple 1 an, 2 ans, et là c'est de pire en pire. Tout seul, le matin, les érections sont de moins bonne qualité alors que ce n'était pas présent et qu'il n'y a pas eu d'accident, de maladie, de trauma, quoi que ce soit. Il y a de grandes chances que ce soit plutôt organique, physiologique. Tu vois, c'est dans cette idée-là. Par contre, je ne dirais pas la même chose d'un jeune homme ou machin, et puis s'il n'a jamais vraiment eu, il a toujours eu ce trouble, jamais vraiment eu d'érection. Là, on va plutôt gratter tout de suite un peu sur la sexualité, est-ce qu'il y a eu des traumas, comment elle s'est mise en place, etc. Après, ça peut être des angoisses de performance. Ça m'est arrivé une fois de voir un jeune avec un pénis vraiment qu'il estimait vraiment petit. Il avait à peine 11 cm. Il était à fond dans le porno. Et le fait de se masturber que devant les pornos, il avait le trouble aussi à la masturbation. Parce qu'il se complexait en regardant en instantané. Donc là, il a fallu faire arrêter les pornos pour voir si, en travaillant après, puis en travaillant bien sûr à l'acceptation de son corps, et puis il était en couple et tout se passait bien, et bien là, on voit que le trouble était psychogène. Mais je trouve dans la majorité des cas, quand le trouble apparaît aussi... Mais chez la femme, je dis la même chose. Pour moi, une femme qui se masturbe et qui me dit « j'ai des sécheresses même quand je me masturbe », c'est questionnant. Ça doit attirer notre attention. Voilà. Soit du trauma, soit vraiment il y a un problème avec peut-être une pilule qui est là depuis trop longtemps et qui amène vraiment des grosses sécheresses, et puis qui joue tellement sur les hormones. Il y a quelque chose à regarder au niveau du métabolisme et au niveau hormonal. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire un courrier, faire un bilan, et on gagne du temps. Moi, moi j'aime bien quand ça va relativement vite. Donc, je ne fais pas de thérapie de couple.
vous écoutez, je trouve ça admirable. Moi, je ne fais pas ça parce que je ne suis pas bon et que je pense que je ne serai pas bon dans ce domaine-là. Mais du coup, moi, j'essaye, si je peux aller vite, donc si je peux éliminer des pistes, je les élimine assez rapidement. Quand j'ai un doute, si on fait un bilan, ne serait-ce qu'hormonal, un bilan gynéco si la patiente n'a pas de gynéco, en même temps, il faut qu'elle en ait un, et un bilan urologique si j'ai besoin avec un homme. Ça élimine des pistes. Et pour les dysfonctions érectiles, tu as aussi beaucoup les fuites veineuses et on en parle Oui, pas assez. troubles vasculaires. Hein, on a souvent des hommes qui, par exemple, vont avoir une érection, ils vont bouger, changer de position, et le retour veineux va être activé parce que ça peut être un déficit au niveau du périnée qui bloque moins, ou alors juste au niveau des contractions musculaires sur les artères et les veines qui se relâchent, et du coup, ça repart. Donc là, on fait des échos, un Doppler. Alors déjà, je tiens à te remercier parce que tu as vraiment souligné la vision très phallocentrée des recherches et de la façon... Je voulais pas me faire tuer, hein. Non, je te remercie. Je plaisante. Venant de la part d'un homme, ça fait vraiment du bien. Et depuis 9 ans que je pratique, en fait, je me retrouve totalement confrontée à cette question de la du côté phallocentré, on fait des rapports. On le voit effectivement chez des patients extrêmement jeunes. Par rapport à tes recherches, et donc par rapport parce que tu as quand même une spécialité qui est très biologique, qui est beaucoup dans les traitements, qui est quand même assez médicalisée. La question est un peu bizarre. Est-ce que tu as remarqué une composante culturelle pas dans la réponse des traitements, au traitement, mais dans l'acceptation des traitements? Bah, ça, c'est vrai qu'on me le demande souvent et franchement, moi, non. Mais attention, c'est qu'un point de vue perso. Il y a vraiment dans des endroits, on me le dit beaucoup. On m'en parle énormément. Moi, franchement, je n'ai jamais été vraiment confronté à ça. Parce que moi, sur le plan clinique, je le remarque. Ouais. Non, moi, vraiment, moi, pas beaucoup. Enfin, je crois même jamais. Franchement, chaque fois, je me pose la question parce qu'on me le demande et tout. Je n'arrive pas à me rappeler d'une situation où j'ai été embêté, embêté, c'est pas le mot, mais que ça a pu poser problème pour mes patients. Ouais. Ouais. Plus sur des principes religieux, des musulmans, sur l'homosexualité. Ça, oui. Les guérir de leur homosexualité. Ça, oui. Et dans la masturbation aussi. Il ne faut pas se masturber, c'est ça, les machins. Ça, oui. Mais sur des troubles érectiles et des traitements et tout, j'ai jamais eu de problème. Ou face à des maladies non plus. Mais par contre, l'homosexualité, ça, j'en ai de temps en temps, hélas, où ils viennent il faut me soigner. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien. Plaisir. Je pense qu'on a parfaitement respecté le thème de la journée, sexe, amour et humour. Et donc je remercie encore chaleureusement nos intervenants et intervenantes pour la qualité et la précision de leurs interventions. On peut les applaudir. Je remercie également nos partenaires, Lelo, Yes for Love, le Passage du Désir et BVA, et tout ça c'est dans les petits sacs blancs cadeaux que vous allez pouvoir amener chez vous, et ça permettra de prolonger un petit peu cette belle émotion qu'on a partagée tous ensemble aujourd'hui. Donc merci beaucoup à nos partenaires qui nous ont gâtés. Je remercie enfin les membres du bureau. Alors, si vous pouvez venir me rejoindre, s'il vous plaît. Les membres du bureau qui œuvrent depuis plusieurs années. Je suis présente au syndicat. Elles œuvrent bénévolement. C'est important de organiser tout ce que l'on fait au niveau du syndicat, les webinaires, et puis aussi cette magnifique journée. Ils ont travaillé pendant beaucoup d'heures bénévolement, et vraiment merci à vous d'être une super équipe. Voilà, donc nous avons fêté les 45 ans en fanfare, et fort de notre progression et des nombreuses réussites du syndicat, eh bien, ce n'est que le début. Donc je vous invite à vous souvenir que vendredi prochain, nous avons notre petit AG, donc si on vous envoyez des pouvoirs. Et puis pour clôturer cette journée, la tête remplie de bons moments, j'espère pour vous tous et toutes, eh bien je vous invite à partager une petite coupe de champagne avec un peu de gâteau, ça vous dit? Ouais. Merci à tous et à toutes. Merci. C'était super, c'était magnifique, on repart le cœur rempli d'amour. Merci. Merci.
Et merci à toute l'équipe, merci à Sandra qui a hosté cette journée et les communications aussi. Et merci pour ton enthousiasme et votre enthousiasme. Vous avez eu Merci des énormément. intervenants, des échecs. Bah, Est-ce qu'on en a eu spécial pour vous? ah non, moi j'ai pas eu.